Comme la semaine dernière sur Paris-Roubaix, au départ de Compiègne, et on est au départ de Maastricht pour la première ardennaise de la saison, et il pleut. En effet, sur cette course, c'est Gino Madère, le Suisse de l'équipe NTT, qui lance les hostilités dans ce peloton afin de former l'échappée du jour, mais on voit que plusieurs coureurs sont intéressés. Il n'est pas tout seul. On nous annonce notamment Floris de Tir. On voit là Brent Bookwalter. Voilà, Floris de Tir, il est là dans la roue de Brent Bookwalter. On va essayer d'aller voir à l'avant ce qui va se passer. Mais dans le peloton, là, j'essaye de voir si on roule. Non, on laisse les hommes sortir. Alors qu'il y a Clément Champoussin. C'est intéressant ça, le néo-pro du côté de la formation AG2R, la mondiale, qui est sorti. Alors que devant, on a un groupe de 2-5 qui se situe à l'avant. Et la seule équipe qui serait représentée à deux, si tous se regroupaient, ça serait la formation NTT avec Gebrselassie et Gino Madère. Donc devant, on a Carl Fredrik Hagen, le 8e de la dernière Vuelta. Carretero pour la formation Movistar. Nils Poles pour la formation IF, Kochetkov pour la formation CCC, Martin Tusvelt pour la formation Sudweb et donc Gino Madère pour la formation NTT. En contre, on a Floris de Tir et Brent Bookwalter qui essayent de rentrer et qui sont vraiment pas loin de faire le jump. Clément Champoussin à quelques mètres, parce que hectomètres ça sera un peu trop d'avance sur Gebrselassie. On nous annonce Marc Padoun derrière qui relance plutôt les hostilités. On va essayer de voir par rapport à Jakob Fuglsang l'écart qu'il y a entre le groupe de tête où Brent Bookwalter et qui était l'autre, c'était Floris de Tir bien sûr, qui sont rentrés. Et voilà, on a 1 minute 40 entre le peloton et les 8 hommes de tête qui seraient 10 si tout venait à se regrouper. Et c'est ce qui a l'air de se passer parce que Clément Champoussin semble en voie de rentrer et Gebrselassie n'est pas loin derrière. Hein. L'Érythréen de la formation NTT, l'Érythrée qu'on a vu comme un beau pays de cyclisme, un nouveau beau pays de cyclisme. On se souvient de Daniel Teklimanot qui avait pris le maillot blanc à Poids-Rouge sur le Tour de France. C'était sûrement le 2016 de souvenir, mais c'était le premier noir africain qui prenait un maillot distinctif sur un grand tour et sur le Tour de France en particulier. Daniel Teklimanot, on en a vu d'autres, hein. On a Meraoui Kudus aussi du côté de l'Érythrée, et on a Gebrselassie qui lui a participé au Giro l'année dernière et on l'a vu souvent dans les échappées. Mais là il a du mal à rentrer, et Gino Madère qui lui ne l'attend pas, et les 9 de devant non plus. Il était revenu à une dizaine de secondes, il est reparti à 45. Là ça semble être compliqué pour Gebrselassie. Alors que bon, on va essayer de se plonger un peu plus dans la course maintenant que voilà, une échappée de 9 s'est formée. Donc on les a énumérés, hein. Clément Champoussin pour la formation AG2R la mondiale, Carretero pour la formation Movistar, Brent Bookwalter pour la formation Orica Scott, Floris de Tir, le coéquipier de Mathieu Van Der Poel à la Alpecin Phoenix, Nils Poles, l'américain, l'équipe américaine IF Education First, Martin Tusvelt, le néerlandais de la formation Sunweb, Kochetkov, le russe de la formation CCC, Carl Fredrik Hagen, norvégien lui dans la formation Lotto, et Gino Madère de la formation NTT.
Donc voilà, avant d'arriver dans l'Ayersweg, on va essayer de se concentrer un peu plus sur la course. On voit voilà, l'équipe Groupama FDJ qui prend les devants. Elle, c'est pour David Gaudu. David Gaudu qui fait partie des favoris du jour. En tout cas, des outsiders. Mais c'est rare de voir l'équipe Groupama FDJ prendre en main le peloton. Et donc, c'est sûrement qu'il a de très bonnes jambes. Du côté de la Trek, on roule pour Bauke Mollema. Moi, je ne l'ai pas noté parmi les favoris, le néerlandais. Mais bon, c'est vrai qu'il a gagné le dernier Tour de Lombardie. Pourquoi pas. Tejada, le Colombien de la formation Astana, roule pour son leader Jakob Fuglsang. Dries Devenins roule pour Julien Alaphilippe, lui qui court toujours après un succès sur cette Amstel Gold Race et surtout Liège-Bastogne-Liège qu'on verra plus en fin de saison. Yann Polanc, lui, est là pour Davide Formolo, le champion d'Italie. Et Raphaël Valls du team Bahreïn est là peut-être pour Motej Mour. Non, Dylan Teuns, ouais, Dylan Teuns. Bon, c'est pas les grands leaders. Et on a surtout Maximilian Charman aussi, sur lequel il faudra compter dans le final. Un final qui se finit en haut du Koberg. On avait l'habitude d'avoir un changement de parcours, d'avoir voilà, des attaques plus lointaines et où on finissait sur des petites routes et au sprint, si on arrivait en groupe, un sprint pas massif, tout de même. On avait plusieurs types d'arrivées. On se souvient de la victoire de Philippe Gilbert, la première année où ce parcours avait changé, c'était en 2017, sa 4e victoire. Lui qui est le second détenteur du plus grand nombre de victoires. Le plus grand, c'est Yann Rassin, avec 5 victoires. Voilà, donc Philippe Gilbert en 2017. On a vu une édition un peu moins explosive, on va dire, avec Michael Valgren, avec la victoire de Michael Valgren en 2018. Et l'an dernier, comment oublier ce final avec les 2 hommes forts du début de saison, à noter Julien Alaphilippe et Jakob Fuglsang, qui étaient en tête, Ils avaient 45 secondes d'avance à 2 km de l'arrivée. Ils se sont fait rattraper et reprendre par un groupe emmené par Mathieu Van Der Poel. Et Mathieu Van Der Poel, comme un grand, qui allait finir et allait s'imposer sur cette course incroyable. Incroyable finish, l'un des plus beaux qu'on a rarement vu sur une course, même cycliste en général. C'était vraiment un très beau finish. Et alors que là, on entame le Cybergrube pour les hommes de tête avant d'arriver au premier passage sur le Koberg et donc sur la ligne. On va pouvoir bien étudier ce Koberg, même si on connaît bien. Il était au programme des championnats du monde en 2011 du côté de Valkenburg, là où on arrive aujourd'hui, parce on part de Maastricht et on rejoint Valkenburg. Du côté de cette course, c'est la 55e édition de l'Amstel Gold Race. Voilà, c'est pas l'Ardennaise la plus vieille, bien sûr. C'est Liège-Bastogne-Liège qu'on surnomme la doyenne. C'est la plus vieille classique. Liège-Bastogne-Liège, il n'y a pas là-dessus, il n'y a pas à faire de chichi, créé en 1892, alors que par exemple cette Amstel Gold Race, alors qu'on a une grosse chute. On a vu Warren Barguil qui était tombé au moment de la petite légère descente là avant le Koberg. On va d'abord regarder ce passage du Koberg, on ira voir Warren ensuite. Mais attention, ça peut déjà être important. Bon, dans le peloton on s'affole pas, on roule pas, je pense que ça va rentrer pour ces hommes là, avec Fabro toujours en tête de peloton. On va aller voir tout de suite Warren Barguil. Voilà, ça y est, on a passé le Koberg. Warren Barguil avec son beau maillot de champion de France sous la pluie là. On voit Dayer Quintana, le frère de Nairo. Et c'est Warren Barguil qui fait l'essentiel du travail dans ce groupe où il y a Simone Pettilli aussi avec lui et Tom Jelte-Slagter. Et alors que Gebrselassie devant est rentré. Ça y est, enfin Gebrselassie au profit de la descente après le Koberg est rentré.
Il était temps pour l'Érythréen. Donc j'en étais, oui, à cette course qui a été créée uniquement en 1966. Hein, rien de bien... rien de bien... Pas bien vieux, mais pas non plus... Voilà, c'est loin d'un Liège-Bastogne-Liège. C'est 60, presque 70 ans après. Donc bon, elle a encore du chemin à faire, cette course. La première victoire, notamment, c'était Jean Stablinski, hein, le français, qui avait remporté cette course. Et donc, comme je vous l'ai dit, on part de Maastricht. Hein, Maastricht, euh, théâtre du, du traité de Maastricht en 1993, où les 12 États membres, à l'époque, hein, aujourd'hui on est 28, 27, avec le retrait de la Grande-Bretagne, qui signe pour voilà, ce qui seront les piliers de l'Union européenne. Et donc elle acte l'Union européenne et elle vote pour ses piliers. L'Union européenne qui remplaçait notamment la CE. 4 minutes 34, allez, revenons à la course. Ça c'est l'histoire. L'histoire récente, hein, quand même, de notre société. Et à l'avant, parce qu'à l'avant, on n'a pas que des Européens. On a notamment Brent Bookwalter, l'Américain de la formation Orica Scott, qui est un bon coureur par étape, un bon coéquipier. Brent Bookwalter. Et on a Hector Carretero aussi à l'avant. 25 ans, hein, pour Carretero. On pourrait penser qu'il serait plus jeune, parce que c'est pas un coureur qu'on a vu non plus énormément dans le début de sa carrière, mais c'est un très très bon grimpeur. On l'avait vu notamment sur le Giro l'an dernier, emmener Landa et Richard Carapace dans des raids pas solitaires, mais presque. Parce que Carretero était le dernier coéquipier, c'est lui qui faisait souvent un peu tout exploser de ce côté-là. Et on a Clément Champoussin aussi, qui sera intéressant de suivre. Clément Champoussin, donc le néo-pro, hein, de la formation AG2R, c'est l'un de ceux qu'on attend le plus. Hein, lui qui a gagné l'an dernier le Giro della Regione Friuli Venezia Giulia, une course réservée aux jeunes coureurs. Et voilà, c'est un des hommes qu'on attend, hein, pour prendre la relève. Clément Champoussin, il est né en 1998, il a 22 ans, on a le temps. Il a 21 ans, il va avoir 22 ans, pardon, parce qu'il est né le 29 mai. Et nous sommes le 19 avril, une semaine après Paris-Roubaix. Et comme sur Paris-Roubaix, il pleuvait au départ. Et là, lors de la course, avant d'attaquer le Lourberg, tout s'est calmé. Le temps est redevenu clément avec les coureurs. Même si on sait qu'il y a des coureurs qui préfèrent quand les conditions sont difficiles. Il y a des coureurs qui préfèrent quand la course elle-même est difficile. Et là, 167 km de l'arrivée, on a fait bientôt 100 km, hein, dans cette course, mais on n'a toujours pas on n'a toujours pas de mouvement. Bien sûr que si, on a quand même eu l'échappée, et de toute façon c'est pas le moment de lancer les hostilités, mais là on va quand même arriver dans un enchaînement très compliqué, hein, avec le Schweibergwerg. Ensuite on aura le Kamerig, et on aura quelques kilomètres plus loin le Drillande Nomloop, et on finira avec le Leipenheide. Voilà, un enchaînement de côtes qui sont assez compliqués, et on retournera du côté du Cauberg. Et puis sur la fin de parcours, on aura le Kuttenberg à escalader, et là il peut y avoir déjà des
des difficultés pour certains, surtout si on accélère très fort dans ce dans ce dans ce Kuttenberg. Kuttenberg avec une pente maximale à 22%. Il est pas long, hein, le Kuttenberg, hein, c'est moins d'un kilomètre, mais les pourcentages sont excessifs. Et c'est rien de le dire, surtout qu'avant on aura quand même l'Eiser-Bosweg et aussi le Kreuzberg. Donc bon, là c'est pas de la tarte là, hein, pour les coureurs, mais c'est pas tout de suite. Calmons-nous, 155 km de l'arrivée. Voilà, on peut faire un petit point sur les favoris, notamment par exemple Jakob Fuglsang et Maximilian Schachmann. On peut parler de ces deux-là parce que ils ont une particularité, c'est qu'ils n'ont pas encore gagné depuis le début de la saison. Pourtant, ce sont des coureurs de renom qui sont connus dans le peloton, surtout Fuglsang l'an dernier, le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège. Et Jakob Fuglsang qui, malheureusement pour lui, n'a pas encore levé les bras, tout comme notre ami Maximilian Schachmann. Le meilleur résultat de Fuglsang, c'est 8ème du côté de Paris-Nice. Et pour Schachmann, c'est 6ème du côté des Strade Bianche. C'est quand même un peu décevant. Voilà, Fuglsang l'an dernier, avant cette Amstel Gold Race où il a fini 3ème, il avait fait 4ème du Tour du Pays Basque. Il avait gagné une étape du côté de Tirreno Adriatico, il avait fini 3ème. Il avait fait 2ème des Strade Bianche juste derrière Julien Philippe, on s'en souvient. Il avait gagné le Tour d'Andalousie et il avait gagné le classement de la montagne du côté du Tour de Murcie. Enfin bon, et voilà, il avait quand même des références, hein. Gagné le Tour d'Andalousie, gagné une étape du côté de Tirreno Adriatico aussi. Je ne l'ai pas précisé. Enfin voilà, il avait plus de références. 2ème des Strade Bianche. Là, bon, ça semble plus compliqué. Et puis l'an dernier, il est quand même monté en pression. Il a fait 3ème à l'Amstel, 2ème de la Flèche et il gagne Liège-Bastogne-Liège. La Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège qui auront lieu voilà, dans la foulée là. La Flèche Wallonne, c'est mercredi. Et Liège-Bastogne-Liège, bah, c'est dimanche prochain. Donc voilà, on aura quand même fait des grosses courses. Et après, on enchaînera avec le Tour de Romandie et directement le Giro d'Italia. Donc là, vraiment, la saison est lancée. Ensuite, à la suite du Giro d'Italia, on aura le Dauphiné, le Tour. Et là, ça commencera à se calmer, même si il nous restera de beaux morceaux, hein, notamment la Classica San Sebastian, la Vuelta, les championnats du monde, les classiques du côté du Canada, le Tour de Lombardie. Mais bon, on a le temps de voir venir d'ici là. 3 minutes 30 d'avance toujours pour les échappés qui sont dans le Drie-Landenumloop. Ils auraient pu quand même nous aider, hein, sur la prononciation, les Hollandais, hein. On les aime bien, les Hollandais, hein. Ils sont sympathiques. Ils nous mettent bien l'ambiance sur le virage 8 de l'Alpe d'Huez notamment. Mais bon, niveau prononciation, c'est dur, hein. Ils peuvent faire un effort. Même moi qui ai fait allemand LV2, des fois j'ai un peu de mal. Et puis bon, allemand LV2, on fait jamais réellement allemand LV2, hein. On fait toujours... on fait quoi, voilà. Après, est-ce que c'est de l'allemand, est-ce que c'est autre chose? Bon, on sait pas trop. En tout cas, voilà, revenons à la course, revenons au sérieux. Et on a une chute de Mathieu Van Der Poel, voilà. Alors qu'il se passait rien sur cette course, on a une chute de Mathieu Van Der Poel, chute de Alberto Bettiol et Tony Galopin. Ça va être dur pour Mathieu Van Der Poel de rentrer, le vainqueur du Tour des Flandres, qui est vainqueur de l'an dernier aussi. Et j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui l'attend, notre ami Mathieu Van Der Poel. Il est avec Alberto Bettiol qui roule pas. Et si, ça y est, on a Janssen qui l'attend, Riesbeck, Baragli, ça y est, on a toute l'équipe Alpecin Phoenix, même Petr Vakoc qui aurait peut-être pu essayer de tirer son épingle du jeu, qui a attendu le leader néerlandais.
Mais là, il y a déjà 2,47 d'écart et ça va être dangereux. Et dans le peloton, on s'est mis à rouler, hein. C'est la Groupama FDJ là, qui a enclenché la vitesse supérieure. Alors qu'on voit Remco Evenepoel aussi bien placé. On n'en a pas parlé du phénomène belge, mais attention aussi à lui, pourquoi pas, pour placer Julien Lafilippe, pour ramener tout le monde. Et Ivan Sosa a crevé. Ivan Sosa, je sais pas si c'est le leader de la formation. Ça doit pas être le leader de la formation Ineos, mais bon, il doit pas être quand même. Il doit faire partie des hommes à surveiller. Warren Barguil, on le voit traîner en queue de peloton, lui qui avait crevé aussi tout à l'heure. Et Ivan Sosa, j'ai pas l'impression qu'il va aider la formation Alpecin Phoenix. Il y a 2 minutes d'écart entre les hommes de tête et. Enfin, les hommes de tête, plutôt la tête de peloton et le groupe Van Der Poel. Donc, bon, la queue de peloton est pas si loin, ils les aperçoivent, hein. Le groupe Van Der Poel, mais Léo Vincent met un très très gros rythme. On le voit là-bas, hein. On le voit là-bas. Le groupe Van Der Poel qui réussit à rentrer tant bien que mal là, avec sous l'impulsion de Louis Vervaeke. Et c'est Kras là qui est en dernière position. Alberto Bettiol aussi, ça serait bien pour lui que ça rentre. En plus, il n'aura pas donné un coup de pédale. Et là, on va tourner à droite et on va aller chercher le Kluppenberg pour les hommes de tête. Et forcément, la Groupama FDJ qui roule avec la team Bahreïn Merida à l'avant. Et forcément, l'écart avec les hommes de tête diminue fortement. 1,45 là pour les hommes de tête. On n'a même pas commencé l'enchaînement où on a l'Eisersweg, le Huls. Et là, le Gluppenberg dans lequel on rentre, là, ça va faire que monter pendant pas mal de kilomètres. Et à l'avant, ils ont quand même Floris de Tir qui pourrait se relever en cas d'extrême panique pour Van Der Poel. Parce que là, Van Der Poel, tout à l'heure, il était vraiment pas loin de rentrer. Et finalement, on a laissé Louis Vervaeke à l'avant de ce groupe. Et devant, à l'avant du peloton, on se relaie. Donc forcément, l'écart augmente parce que c'est 1 contre 3, 4. Voire même peut-être 5 à l'avant du peloton. Et forcément, à 1, enfin tout seul, on est moins fort sur une longue période. Une période supérieure à 30-40 secondes, hein. C'est logique. Et alors qu'on attaque l'Eisersweg pour les hommes de tête. On voit Floris de Tir qui est en queue de groupe. Il sait pas trop quoi faire, hein, le Belge. Est-ce que j'attends Mathieu Van Der Poel, mon leader? Est-ce que je reste à l'avant? Nathanaël Beran, le champion d'Érythrée. Tout à l'heure, on parlait de l'Érythrée. Et bah voilà, on a le champion d'Érythrée, Nathanaël Beran. On l'avait oublié, lui, de le citer dans les hommes importants de ce... Et Louis Vervaeke qui s'est fait totalement distancer là par ce groupe de retardataires. Il a fait son boulot, c'est fini. Et j'ai peur pour Mathieu Van Der Poel qui rentre jamais. Il va falloir qu'il fasse lui-même le jump s'il veut rentrer. Et Kevin Genietz, lui, par contre, il va faire un gros effort là dans le Huls pour revenir sur les hommes de tête. Parce que l'écart est arrivé est sous la minute maintenant. On va regarder l'écart entre Alberto Bettiol et les hommes en tête de course. Enfin, en tête de course plutôt. En tête de peloton, c'est Maximilian Schachmann. Hein, enfin, pardon, pourquoi je dis ça? C'est 2 minutes 04 d'écart. J'ai dit Maximilian Schachmann parce que je l'ai vu à l'écran. C'est pour ça que son nom m'est venu à la bouche. 2 minutes 12 toujours, 2 minutes 13. Mais bon, on recolle à des petits groupes. C'est pas forcément une très bonne nouvelle. Il aurait fallu faire le jump maintenant là pour Mathieu Van Der Poel. Parce que là, on va avoir plein de coureurs qui vont lâcher là. Parce que la course s'est durcie d'un seul coup. Elle qui était pour l'instant relativement calme. Donc forcément, tout le monde avait pu suivre. Et là, dès que ça a accéléré depuis la chute de Mathieu Van Der Poel, et bah, la course devient plus dure et on perd du monde. Maintenant, il y aura toujours le débat. Est-ce qu'il faut rouler en cas de chute d'un coureur? Est-ce qu'il faut l'attendre? De temps en temps, quand on voit que c'est le leader d'une course, en général, on l'attend. Mais là, c'est une classique. Il n'y a pas de leader au classement en général. C'est au premier qui coupe la ligne. Aujourd'hui. Et maintenant, faut-il
attendre en cas de chute. Et on voit Steven Kruijswijk qui est lâché quand même. Steven Kruijswijk, bon, il pourrait se donner un peu de mal pour essayer de rester dans ce peloton. Aider son leader qui doit être Tim Wellens, hein, probablement. C'est ça, Tim Wellens, le vainqueur des... Non, c'était Tish Benoît qui a gagné les Strade Bianche, il me semble, en 2018. Même si Wellens, on sait qu'il gagne souvent, et quand il gagne, c'est en partant de loin. Ouais, c'est ça. C'est Tish Benoît qui a gagné en 2018. Lui qui a gagné quand même 2 étapes sur le Giro d'Italia en 2018. Et en 2016, il a aussi gagné la Flèche Brabançonne en 2018. Bon, voilà, c'est un très bon coureur. Il a gagné le Grand Prix cycliste Montréal aussi en 2015 pour pas ses débuts, mais bon, il n'était pas aussi confirmé que maintenant. Tim Wellens, on a quand même tendance à l'oublier, mais il a 29 ans, Tim Wellens, hein. Il commence à se faire un peu pas vieillissant non plus, mais il rentre, voilà, dans ses meilleures années. Et c'est maintenant qu'il va falloir qu'il aille essayer de claquer des grosses victoires. Et Floris de Tir, par contre, qui est à l'avant du groupe de tête, qui vient de se faire reprendre par le peloton dans ce Coberg, et qui roule, et Champoussin, lui, et tire tout ça. Mais bon, on va pas rentrer. Est-ce que Van Der Poel est là? Ouais, Mathieu Van Der Poel, j'ai l'impression qu'il a réussi à rentrer, parce qu'on voit ses coéquipiers. Est-ce qu'il a réussi à faire le jump, Mathieu Van Der Poel? Est-ce qu'il a réussi à revenir dans le groupe de tête? Non, il n'a pas réussi, hein. Pas du tout. Mathieu Van Der Poel, dans un groupe d'une trentaine d'unités, avec Lilian Calmejean notamment, Marc Soler, il a réussi à rentrer sur Kruijswijk. Est-ce qu'il va trouver des alliés de circonstances? Oui, j'ai l'impression que Calmejean, Soler et Van Der Poel vont collaborer. Ils vont peut-être récupérer des coéquipiers aussi qui se font lâcher. Mais là, on a une course totalement décousue. On a 34 hommes devant qui sont suivis de 30 hommes. Et c'est Sharman qui s'est fait piéger. Attention, Sharman Matthews aussi qui peut jouer les troubles faits aujourd'hui. Michael Matthews, Michael Valgren. On l'a dit, il a gagné cette course en 2018. Il peut aussi, pourquoi pas, tirer son épingle du jeu cette année. Et là, on voit les IF, les De Koninck et les Astana qui se mettent à rouler très fort pour distancer définitivement Sharman. Hein, parce que Van Der Poel, on parle plus de lui. Van Der Poel, c'est fini. Il a 1,44 du groupe Sharman. Il a plus de 2 minutes 20 du groupe de 34 là, qu'on voit ici avec notamment Alexei Lutsenko qui protège Jakob Fuglsang, David Gaudu. J'ai l'impression qu'il est tout seul, David Gaudu, ouais c'est ça, il est tout seul. 54 secondes, Sharman qui est obligé de faire l'effort lui-même. C'est fini dans ce groupe là, il faut faire l'effort là dans le Kadir Enker. Mais Sharman qui réussit pas à boucher le trou, loin de là, même il perd du temps. Le champion d'Allemagne, pardon, champion allemand et qui est champion d'Allemagne justement. Et voilà, c'est fini à 70 km de l'arrivée, on a déjà perdu plusieurs favoris. Mathieu Van Der Poel, Alberto Bettiol, Maximilian Sharman sont définitivement lâchés. Michael Matthews aussi, Michael Valgren, vainqueur en 2018 comme je l'ai dit. Donc vainqueur en 2018, vainqueur en 2019, sont pas là. Le vainqueur en 2017, Philippe Gilbert, n'est pas là non plus. Donc ça peut pas être pour lui cette année. Donc on aura sûrement un nouveau vainqueur. Hein. En 2016, c'était Enrico Gasparotto qui s'était imposé. Ce diable de Gasparotto, c'est vraiment sa course. Hein. Cet Amstel Gold Race, mais j'ai l'impression que cette année, il n'est pas présent du côté de la formation NTT. 2015, c'était Michal Kwiatkowski. J'ai pas vu d'Ineos à l'avant, à moins que... Non, j'ai vu, il n'y a pas d'Ineos à l'avant. Du côté de Sunweb, on roule pour Marc Hirschi, je pense. On fait vraiment confiance aux jeunes Suisses, mais attention parce que les coéquipiers semblent émoussés. On a encore 60 km à faire. 60 km et tous les coéquipiers semblent très émoussés. Physiquement, j'ai bien peur que... Bon, du côté de Sharman, ça doit être la même chose. Hein. Il y a 1 minute d'écart. Ça se stabilise et il a récupéré Conrad. Mais Sharman qui est obligé vraiment de faire l'effort lui-même. Est-ce que Kwiatkowski est là cette année? Il me semble pas. Hein. Non, on roule pour Gianni Moscon du côté de la Ineos. Mais bon, ça va être compliqué. Gianni Moscon, depuis son mondial en 2018, on a un peu plus de mal à le voir sur le devant de la scène. On le voit plutôt dans les faits divers. Et ça nous plaît pas trop. Et Sharman qui est en train de reboucher le trou. Hein. Il a récupéré une quinzaine de secondes. Mais bon, là, c'est comme on l'a dit, les coéquipiers qui sont déjà un peu dans les cordes.
qui roule. Mais maintenant c'est Michael Matthews qui a pris le relais, ça va peut-être pas plaire à Mark Hirschi. Mais bon, il faut faire avec. 50 secondes, bon je pense pas que ça rentrera, je pense qu'on va avoir un statu quo et que les leaders peut-être qu'ils vont du coup pouvoir s'élancer de très loin, peut-être dès l'Iser Bosweg, dès non c'est pas le Koberg, c'est le, je vais réussir à le voir, le Kreuzberg. Mais là dans ce Lourberg, attention parce qu'on voit quand même que Kelderman, Van Der Poel et Mohoric ont quand même une belle patte. Fuglsang vient se replacer, Hirschi aussi. Alaphilippe lui est plus au cœur du groupe. Parce qu'on peut plus parler de peloton là. On a un petit groupe d'une trentaine d'unités, on voit tout le monde est à fond. On a même certains qui vont se faire lâcher comme Luis Leon Sanchez, un vieux de la vieille lui. Nils Pollitt qui est sorti derrière avec Sam Oomen, mais bon c'est Sam Oomen qui s'est fait lâcher de devant il me semble. Plutôt, mais bon voilà, là on joue battu du côté de Charman. Van Der Poel, on a plus de traces. Et ce qui pourrait, après 24 hommes là à l'avant, et ça peut profiter peut-être à un homme, un outsider, un Adam Yates, duquel on n'a pas cité le nom de la journée. Bauke Mollema, on l'a dit, pourquoi pas, pour la Trek Segafredo qui a roulé en début de journée. Michael Woods aussi pour la IF Education First. Dylan Teuns, David Gaudu comme on l'a dit. Kreuziger aussi. Pourquoi pas Kreuziger qui a déjà gagné cette course, il me semble. Ouais, c'est ça, c'était en 2013. Là, on aura forcément un nouveau vainqueur, à moins que Kreuziger aille s'imposer, ce dont je doute tout de même. Mais je pense que celui qui s'imposera aujourd'hui à Valkenburg n'aura jamais gagné cette course. Et alors qu'on a Remco Evenepoel, j'ai l'impression qu'il a lâché. Ah non, c'est si Remco Evenepoel est lâché, on n'a plus beaucoup de coéquipiers. Hein. C'est Bob Jungels maintenant qui fait l'effort. Je pense que bon là, je pense que de toute façon, voilà, ce groupe-là, c'est fini, c'est terminé. Ce groupe Charman, Swift, Dennis, Rui Costa aussi, Rui Costa, champion du monde. Attention, parce que là on arrive dans le Kreuzberg. Alaphilippe est en première position avec Mollema. On va laisser Bob Jungels remonter. Lui, le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège en 2018, si je ne m'abuse, notre ami Bob Jungels. Allez, dans l'Iser Bosweg, peut-être ça va bouger avec Fuglsang qui est en tête. Non, non, Fuglsang finalement qui se relève. Bon, là ça bouge pas trop, c'est ça, c'était en 2018, Bob Jungels, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège. Est-ce que ça va bouger dans le Kuttenberg hein? C'est peut-être ce qui effraie tout le monde, le Kuttenberg. Sachant que là, s'il y en a un qui change de rythme, je pense qu'on retrouve moins de 10 coureurs là à l'avant qui change de rythme, même légèrement. Hein. Pas besoin d'augmenter, pas besoin de mettre une vraie attaque, juste 2 km/h, 3 km/h, ça suffira. Et alors qu'on arrive dans 3 km 500 maintenant, dans ce Kuttenberg, on va essayer de le vivre de l'intérieur, ce Kuttenberg, avec là, juste devant Matej Mohoric, on voit Alaphilippe en 3ème position, Fuglsang en 2ème, Bardet aussi qui est là, qui brille toujours sur les Ardennaises, Bardet, lui qui avait fait un podium sur Liège-Bastogne-Liège. On voit Gaudu bien placé aussi, et là ça y est, on est dans ce Kuttenberg, est-ce que ça va bouger? Avec Alaphilippe qui va, attaque de Julien Alaphilippe, ça y est, dans la roue c'est Bauke Mollema qui tente d'y aller. Bardet aussi, ça, il y a des légères cassures. Et grosse attaque de Julien Alaphilippe. Et en haut du Kuttenberg, on n'a plus que 13 hommes. Dont Bauke Mollema, c'est que ça semble dur pour Matteo Gogel et Kreuziger. Mais les NTT qui sont encore deux. Les IF aussi sont encore deux. Et c'est tout, hein. Et c'est tout. Le reste, c'est que des hommes seuls. Donc on a Adam Yates pour la formation Rika Scott, David Gaudu pour la formation Groupama FDJ qui a beaucoup travaillé aujourd'hui, Mark Hirschi, Julien Alaphilippe, Bauke Mollema, Jakob Fuglsang, on a Dylan Teuns aussi, Romain Bardet, David Formolo, Simon Clerc le coéquipier de Woods et Michael Gogel le coéquipier de Kreuziger. Derrière, deux marques qui tentent de faire la jonction avec Bennett, Guerrero et Perez. Ils vont y arriver parce que devant ça roule pas trop, ça roule mais on veut pas emmener l'autre à la victoire. De Marquis qui a fait le jump tout seul. Et là on se retrouve dans un groupe un peu attardé, bon voilà, qui était tout à l'heure en tête. C'est des hommes qui se sont fait lâcher à la pédale. On va arriver dans le Koberg et Fuglsang qui prend un bon relais. Est-ce que Julien Alaphilippe va oser
une nouvelle fois mettre une attaque dans ce Koberg à plus de 20 km de l'arrivée. Il est parti dans le Kuttenberg, il est resté presque une trentaine de kilomètres. Et là, c'est Jakob Fuglsang et Alaphilippe qui retourne. Attaque de Julien Alaphilippe, il n'y a que David Gaudu qui peut le suivre. Adam Yates finalement fait l'effort. Et il est parti il est parti. Là ça s'étire. Là, s'il y en a un qui roule un peu, ne serait-ce qu'un peu plus fort. Et 9 hommes. Et on n'a pas Jakob Fuglsang. Et il a accompagné des équipes qui étaient représentées à 2. Donc je pense qu'il va rentrer, notre ami Jakob Fuglsang. Mais attention, ça dit peut-être quelque chose de son état de forme. Ou alors il gère vraiment très bien. Il est vraiment très serein. Le Danois. Ce qui semble être le cas. Parce qu'il est rentré, de marquer aussi. Et rentré avec le groupe de 2-5. Et Alaphilippe qui en remet une, mais sur le plat cette fois. Et il est parti tout seul Alaphilippe. Attention à pas trop en faire non plus. Hein, parce que derrière, on a des équipes qui sont représentées à 2. Simon Clark, Michael Gogel qui font les efforts pour leur leader. Et 16 secondes d'avance pour Julien Alaphilippe. Il doit se sentir très très fort. Hein. Avant cette petite remontée sur la droite, voilà, on prend sur la droite, on a une petite légère remontée, il reste quand même 11 km, hein, Julien Alaphilippe, il faudrait qu'il se calme, parce que ça va être trop dur de tenir jusqu'au bout. Voilà, tout le monde est rentré, on n'a plus que 13 hommes de marquis, ça y est, c'est fini, pour de bon. Et Julien Alaphilippe qui est laissé en tête là par tout le monde, et il roule, hein, il roule Julien. Il faut laisser du monde passer devant lui. Se relever s'il le faut. Mais là, c'est tout bénef pour Jakob Fuglsang. Et même, pourquoi pas, David Gaudu. Parce que sur une arrivée sèche, David Gaudu, pourquoi pas. David Deformolo aussi. Ça sera très intéressant. Bauke Mollema. Adam Yates aussi, qui a une bonne accélération. Et surtout, Michael Woods. Allez, à 6 km maintenant de l'arrivée, c'est Marc Hirschi qui a pris le relais de Julien Alaphilippe, mais Michael Woods qui a gagné Milan-Turin l'an dernier du côté de l'Italie, hein, en haut de Superga. C'est quand même à noter. Hein. Superga, c'est une vraie côte et une vraie difficulté. Marc Hirschi qui est toujours en tête. Voilà, Alaphilippe, c'est un peu replacé, recaché, mais là il faut être placé maintenant. En bas de la descente, Michael Gogel, ça y est, il va rester 1 km là. Hein. On passe, ça y est, sous la flamme rouge enfin. Michael Gogel dans ce Koberg et tout le monde lance. Et on voit pour l'instant c'est Mollema qui est en tête, plein centre de la route. Alaphilippe qui fait son effort sur la droite de la route. Alaphilippe qui va s'en aller gagner. Victoire de Julien Alaphilippe. Il était vraiment le plus fort aujourd'hui. Une jambe au-dessus de tout le monde devant Mollema et Adam Yates. Fuglsang qui déçoit. David Gaudu 5ème, c'est bien pour le jeune français. Mais Alaphilippe qui a mis 1, 2, 3, 4 attaques. Et qui finalement vient s'imposer en haut du Koberg. Quelle victoire, quelle démonstration de Julien Alaphilippe. Et finalement les IF Education First, ouais, Simon Clark c'est le meilleur IF Education First, il fait 6ème. Et on a vu que c'était vraiment une bataille à la cuisse, hein, parce que il était face à Mollema, notre ami Julien. Et il l'a décramponné. Avec Sharkman qui vient prendre une honorifique 15ème place. Premier, on va dire, des lâchés. Maximilian Sharkman. Lui qui a pris une cassure, on le rappelle, à 70 km de l'arrivée. Et finalement, dans cette course, il sera rien passé avant la chute de Mathieu Van Der Poel. Et à la suite de cette chute-là, on a eu un écrémage incessant avec des cassures, dont notamment a été victime Maximilian Sharkman. Et puis après, finalement, les attaques, le harcèlement de Julien Alaphilippe, et qui vient s'imposer. C'est de très très bons présages avant mercredi et l'arrivée en haut du mur de Huy. Et avant dimanche prochain, l'objectif ultime, Liège-Bastogne-Liège. Maintenant, Alaphilippe peut-il faire le triplé comme Philippe Gilbert l'a fait en 2011, comme David Deribelline l'avait fait avant?
Attends, on sait pas, on sait pas. Mais c'est tout le mal qu'on lui cède, c'était en 2004, hein, le triplé de David Rebellin, ce qui me semblait, mais j'avais pas envie de dire de bêtises. En tout cas, voilà, victoire de Julien Alaphilippe, très 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 fort, hein. On voit, voilà, Mollema plein centre de la route, à Damiens qui tente de remonter dans la roue, et Alaphilippe sur les derniers mètres qui va faire totalement la différence. Il va vraiment créer faire son effort et créer l'écart. Voilà, Julien Alaphilippe, nouvelle victoire pour lui cette saison, et c'est que la troisième uniquement en World Tour. Donc voilà, mais ça a de très bon présage. Avant, comme je vous l'ai dit, les deux prochaines classiques qui arriveront, en tout cas nous on vous remercie de nous avoir suivis une nouvelle fois, d'avoir été fidèles à la retransmission. On vous remercie aussi on vous remercie tout simplement de ce que vous nous permettez de faire, et on vous dit à la prochaine.